Donc, je vais vous présenter mes travaux de recherche qui représentent à peu près 14 ans d'études, qui portent sur l'étude hydroélastique des pales flexibles sous chargement hydrodynamique instationnaire. Donc, je vais commencer classiquement par mon curriculum vitae. Donc, je suis issu initialement d'une formation orientée technologie puis mécanique des structures, où j'ai fait un IUT, une licence maîtrise de technologie mécanique, puis un DESS en mécanique des structures. Et puis ensuite, en 2004-2005, j'ai fait un Master 2 hydrodynamique génie océanique à l'École centrale de Nantes, ce qui m'a amené à faire une thèse de doctorat à l'Institut de recherche de l'École navale. Ensuite, j'ai été en poste d'ingénieur de recherche en interaction fluide-structure à Bureau Veritas. J'ai fait 2 ans et demi de postdoctorat à l'Université du Michigan, puis 1 an d'ATER au laboratoire d'Influid. Et depuis octobre 2013, je suis donc maître de conférence à l'École centrale de Nantes, donc dans le laboratoire Léa, et l'équipe de recherche hydrodynamique, interface et interaction. Au niveau des activités d'enseignement, donc je n'ai pas listé tous les enseignements que j'ai faits, je vais vous lister le principal. Donc à partir de cette année, j'ai pris la responsabilité du master Amazon, qui est un master conjoint avec l'école navale. Et puis, au niveau de l'enseignement à l'École centrale de Nantes, j'ai notamment créé un cours d'interaction fluide-structure et un cours orienté profil portant, que je dispense aux élèves ingénieurs de l'option Océan et en master international, dont je suis aussi responsable de parcours. Ça veut dire que je gère aussi d'autres intervenants et matières dans le cadre de cette thématique. J'ai un cours aussi d'hydrolien que j'ai créé il y a quelques années. Et puis j'encadre des TP expérimentales, mais notamment quelque chose qui est en lien avec mes recherches, c'est la mise en place d'un banc de TP en canal de circulation, où on étudie les performances d'une hélice en eau libre. Et enfin, j'ai effectué des cours invités à l'école navale et à l'université de Bilbao. Donc, au niveau de mes activités d'encadrement, j'ai encadré 10 stages de master, dont un en cours, un stagiaire qui vient d'arriver dans le cadre d'une collaboration avec Flinders University, qui est un stage doctoral. Et j'en ai un à deux de prévus pour l'année prochaine. J'ai 2 thèses soutenues, une en 2017, une en début 2019, et 2 thèses en cours, donc Sijo Georges et Zheng Wangjing, dans le cadre d'une thèse ministère et une thèse CSC, qui est une thèse avec le gouvernement chinois. Et donc, j'ai encadré 2 postdoctorats, dont un en cours, Ramona Barber, dans le cadre de la collaboration avec Flinders University. Au niveau de mes publications, j'ai choisi de lister les publications historiquement. Donc, j'ai publié 15 articles dans des journaux internationaux, dans les domaines naval, aérodynamique et énergie renouvelable. Donc là, j'ai choisi de lister, vous voyez, en fonction de mes expériences, le domaine d'application. Donc en thèse et en postdoc, j'ai publié dans le domaine naval. Donc c'était des écoles navales de Brest et donc postdoc, j'étais dans le département d'architecture navale. Donc ça a du sens. Donc en ATER, j'étais dans un laboratoire d'aérodynamique, donc j'ai fait de la DNS sur un airfoil. Et puis depuis mon poste de maître de conférence au Léa, je me diversifie au niveau de mathématiques, donc j'essaie de mixer les publications, donc les recherches, entre l'énergie renouvelable, qui est une thématique forte du laboratoire, et le naval, qui est une thématique plus historique. Donc j'ai environ 32 publications dans les proceedings de conférences nationales et internationales. Voilà, donc je vais commencer par essayer d'introduire mes recherches. Donc mes recherches, le contexte de mes recherches se situe dans le dimensionnement des structures portantes soumises à des chargements instationnaires. Donc il y a 2 domaines d'application dans lesquels je m'attire mon attention. Donc les turbines à conversion d'énergie, donc les hydroliennes et éoliennes, et les hélices marines. L'objectif principal, à terme, c'est la conception de profils innovants, utilisant l'interaction fluide-structure pour améliorer les performances. Et pour cela, je me repose sur la réalisation d'études phénoménologiques afin de comprendre et de caractériser les interactions fluide-structure instationnaires. Donc au niveau des problématiques, la problématique, c'est d'étudier les effets dynamiques entre un écoulement stationnaire ou instationnaire, la plupart du temps instationnaire, et une structure portante en mouvement.
Donc je définis l'écoulement et le mouvement structurel, et je définis deux types de problèmes. Le premier problème où la dynamique est forcée, c'est-à-dire que le mouvement structurel va avoir une influence sur l'écoulement, mais il n'y aura pas de phénomène d'interaction. Donc ça peut prendre comme domaine d'application les hydroliennes à contrôle de pitch. Donc on vient contrôler le pitch des pales de façon à pouvoir s'adapter à l'écoulement et contrôler la puissance de la turbine. Ça peut être aussi le cas sur des hélices marines. On a les mêmes types de systèmes. Donc ça va avoir un effet positif. Un effet négatif que j'ai étudié notamment en thèse et en postdoctorat, c'est lorsque le sillage de l'hélice induit un déficit de vitesse au niveau de la pale d'hélice et notamment une variation forcée de l'incidence. Donc la pale d'hélice va avoir une variation de l'incidence qui va avoir un impact en fonction de la dynamique, de la vitesse de variation d'incidence de l'écoulement par rapport au profil. Deuxième cas, lorsque l'écoulement interagit avec le mouvement structurel. Ici, on est dans le cas où on a un couplage fluide-structure. Et donc là, je vais définir un cas positif. Donc on va utiliser l'interaction fluide-structure pour contrôler l'écoulement. Donc là, c'est par exemple la thèse de Laetitia Pernaut où on a designé un hydrofoil composite et on va utiliser le couplage entre la flexion et la torsion de l'hydrofoil. Donc là, c'était une première étude, de façon à adapter la pale à l'écoulement, et donc à optimiser l'écoulement en fonction des déformations sous chargement. Un effet négatif donc, que j'ai étudié un peu en postdoctorat, c'est dans le cas de ce type de structures qui sont très flexibles. Lorsqu'on est dans des conditions qui sont dites hors design, qu'on n'a pas prévues, la flexibilité de la pale peut amener des divergences structurelles. Donc de type divergence dynamique, statique ou des phénomènes de flottement qui sont plutôt présents dans le domaine de l'aérodynamique, aéroélasticité, mais qui peuvent exister dans le domaine de l'hydroélasticité. Dont on peut voir ici une schématisation avec une aile qui se déforme de manière excessive. Et dès lors, la structure perd toute sa rigidité et ça amène à un phénomène de divergence statique. Je vais passer un peu de temps sur mes méthodes de recherche pour définir quelques points qui sont importants, qui sont un peu centraux sur les études que j'ai pu effectuer ces dernières années. Donc le premier point important, c'est que je me repose sur des études jointes, expérimentales et numériques, dans le sens où les études vont prendre vraiment du sens à travers cette approche-là. Donc quelques points qui peuvent être, que j'ai pu, disons que je mets un petit peu à jour ici. Les expérimentations vont servir d'éléments de validation aux simulations numériques. Ça va servir de base de données pour la validation des simulations numériques. Mais on va aussi pouvoir mettre en évidence de nouveaux phénomènes physiques tels que relatifs à la cavitation, à la transition, au développement de la turbulence. Les simulations, le but plutôt au niveau industriel, ça va être de démontrer la capacité des codes à prédire les écoulements de couches limites et les phénomènes d'interaction fluide-structure. Mais aussi, dans le cadre de l'étude jointe expérimentale numérique, on va avoir accès à des informations supplémentaires qui peuvent être difficilement accessibles par expérimentation. Et donc là, je vous montre un exemple concret où on a des mesures de pression pariétale. Donc on valide les simulations en rouge avec les expérimentations en noir. Et donc ça nous donne un degré de confiance suffisant après pour pouvoir extrapoler sur l'écoulement obtenu numériquement et déduire un certain nombre de mécanismes qui peuvent être compliqués à obtenir expérimentalement. Une deuxième méthode de recherche assez forte, c'est pour l'étude des interactions de fluide-structure. Donc le principe, ça va être tout d'abord de considérer des structures purement rigides. Donc expérimentalement, ça va être en définissant des matériaux acier inoxydables, de façon à caractériser les régimes d'écoulement et ensuite d'étudier les performances hydrodynamiques. Ensuite, de prendre des structures flexibles, donc avec des géométries identiques, et de mettre à jour les phénomènes d'interaction fluide-structure, d'étudier les différences et de pouvoir mettre à jour les phénomènes d'interaction fluide-structure.
Et ensuite, de passer sur des pales plus complexes. C'est ce que je fais, j'essaye de faire au laboratoire Léa. Donc au niveau de mes axes de recherche, donc pales déformables sous chargement stationnaire. Donc là, vous avez à peu près le plan de ma présentation. Donc le plan des résultats que je vais présenter jusqu'à la fin de la présentation. Donc c'est un plan plutôt historique qui se croise en fonction des thématiques. Donc je vais présenter tout d'abord les études sur les hydrofoils en régime transitoire, qui reposent ici sur des mesures expérimentales, des mesures et des calculs faits à l'école navale, en thèse et post-thèse, et des calculs à l'Université de Michigan. Ensuite, je vais présenter les études toujours sur les hydrofoils en régime transitionnel, où j'ai fait donc des mesures après ma thèse à l'école navale, qui ont été poursuivies après par d'autres personnes. J'ai fait des calculs DNS ensuite, à l'ENSAM dans le laboratoire d'Influid, et puis à Centrale Nantes, jusqu'à maintenant. Et alors, enfin, je vais présenter les recherches applicatives que j'ai effectuées depuis à peu près 2 ans après mon arrivée à l'école navale, qui se basent sur des expérimentations en bassin et des calculs numériques. Très rapidement, les dispositifs expérimentaux dont je vais parler, donc j'ai fait un slide qui liste un peu ce que j'ai pu utiliser. Donc le TNUL de qualification de l'école navale que j'ai étudié en thèse et post-thèse et à travers un travail collaboratif avec l'équipe de l'IRENAV. Donc où on va tester des hydrofoils avec des vitesses relativement élevées, mais par contre des dimensions plutôt réduites. Donc on va se restreindre à des géométries de petites dimensions et plutôt en général des hydrofoils, même si ce n'est pas limité aux hydrofoils. On a ensuite le canal de circulation. Alors ici, le canal de circulation arrivera plutôt en perspective de mes recherches, même si j'ai commencé à travailler dessus, où on a une dimension plus grande, donc 2 mètres de largeur, à peu près 1 mètre de hauteur en fonction de la hauteur de surface libre, et 10 mètres de long, avec des vitesses de 2 mètres secondes. Et donc le canal, dans le cadre de mes recherches, il va servir plutôt à étudier les hélices marines et les turbines de petites dimensions. Ensuite, le bassin de traction. Donc c'est un dispositif de plus grande dimension, donc vous voyez qu'il fait 150 mètres de long, et donc avec des vitesses plus importantes, 8 mètres secondes. Donc du coup, ça va plutôt être utilisé pour l'étude des pales et des hydrofoils de grande dimension. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu commencer à développer dans le cadre de recherche en profil portant expérimental. Donc les études sur hydrofoils en régime transitoire. Donc ces études reposent sur des essais en tunnel hydrodynamique et des simulations CFD basées sur un modèle Urance et le couplage avec des modèles structurels simplifiés à 2 degrés de liberté. Au niveau de la problématique, il s'agit d'étudier l'influence de la dynamique de rotation transitoire sur les régimes d'écoulement, les performances hydrodynamiques et les réponses structurelles d'hydrofoils flexibles, avec un élément un peu clé qui est l'analyse des pressions pariétales et le lien entre régime d'écoulement et performance hydrodynamique. Donc rapidement, je vous montre un peu les dispositifs qui ont été mis en place. Donc, il s'agit donc de l'étude d'un hydrofoil NACA 66, donc, qui est une section de pale d'hélice marine, dite laminaire, avec une configuration rigide, ici. Donc c'est une configuration qui a été étudiée avant ma thèse par un thésard Jean-Baptiste Leroux, dirigé par Jacques-André Astolfi. Il s'agit d'un hydrofoil en acier, instrumenté en capteur de pression pariétale, piézorésistif, et qui est monté sur un moteur qui permet de faire varier dynamiquement la vitesse de rotation. Et donc j'ai aussi fait des mesures LDV, donc des mesures de vitesse dans la couche limite. Et en parallèle, donc le dispositif que j'ai développé en thèse repose donc sur une géométrie identique, avec donc sans capteur de pression pariétale. Du fait de la flexibilité, c'était très compliqué à développer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des caméras rapides pour mesurer le déplacement d'extrémité libre de l'hydrofoil et la cavitation en vue de dessus. Et puis on va faire des mesures par vibromètre laser. Donc quand je parle de mouvement transitoire, il s'agit de dynamique lente à rapide. Donc quand je parle de dynamique lente et rapide, c'est relative à l'écoulement, toujours.
avec des mouvements 0, 15 degrés, montée à 15 degrés, puis retour à 0 degré. Au niveau des modèles numériques, alors je dis couplage CFD, CSD, c'est pas tout à fait vrai. Donc, ça repose sur l'utilisation de code CFD, CFX star CCM et puis à Centrale récemment Easy CFD, qui repose sur des méthodes RANS avec des modèles de turbulence, donc principalement K-Omega SST, un modèle de transition pour prendre en compte de la transition laminaire turbulent qui s'appelle gamma RE-θ, qui est un modèle qui marche très bien, qui est basé sur de la corrélation empirique, un maillage non structuré et des modèles de cavitation basés sur le transfert de masse. Donc ce code est couplé avec différentes méthodes. Donc ces codes sont couplés avec différentes méthodes. Donc des méthodes commerciales, donc où on a un coupleur qui est déjà mis en place. Des codes CFD par élément fini. Deuxième choix, lorsqu'on veut étudier de manière un peu plus fondamentale la physique, on va placer des modèles simplifiés à l'axe élastique de la structure. Et donc, ces modèles, qu'ils soient en rotation ou en translation, vont reproduire les mouvements modèles du corps. Donc ici, on va avoir un ressort en torsion qui va reproduire sur une section la torsion de l'aile et la flexion pour le mouvement de translation de l'aile. Et je parlerai plus tard, cette méthode peut être généralisée au problème 3D, donc on parle de méthode modale. Quelques résultats sur les régimes transitoires. Donc, il s'agit ici d'étudier la réponse structurelle au chargement transitoire. Donc, vous voyez ici à gauche le chargement de l'hydrofoil rigide. C'est un chargement qui est obtenu par intégration des pressions pariétales le long de la corde. Donc c'est un chargement équivalent. Et vous voyez à droite les déplacements structurels de l'hydrofoil, donc même hydrofoil mais flexible. Et donc dynamique lente en bleu, dynamique rapide en vert. Donc avant de parler de dynamique, si vous regardez les courbes bleues, qui correspondent à la dynamique la plus lente, donc à une dynamique qui est quasi statique, où chaque incidence est équivalente à un régime statique, il y a pas mal de choses qui se passent déjà. Donc si on place de 0 à 5 degrés, on est en régime principalement laminaire. Ça veut dire qu'on est laminaire du bord d'attaque jusqu'à à peu près 70% de la corde. Et là, on a une transition par bulbe de décollement laminaire qui génère des lâchers tourbillonnaires de bulbes et une transition vers la turbulence au bord de fuite. Donc ça se traduit au niveau du chargement par des fluctuations importantes de pression et donc de chargement. Ensuite, vous voyez qu'entre 5 et 6 degrés, on a une non-linéarité importante qui vient du fait que, ici, la courbure au bord d'attaque combinée avec l'angle d'attaque génère un gradient de pression inverse suffisant pour pouvoir générer un bulbe au bord d'attaque. Et donc, on a une transition brutale de la turbulence au bord d'attaque. Donc, une non-linéarité importante. Et puis après, on a un écoulement turbulent jusqu'à 12-13 degrés, où là, on a une phase de décrochage avec des lâchers tourbillonnaires de bord d'attaque qui génèrent donc des fluctuations de pression à très basse fréquence. Au niveau de la dynamique, ce qu'on peut dire, c'est lorsque l'écoulement devient turbulent, finalement, les effets de la dynamique, les effets visqueux s'effacent progressivement en fonction de la dynamique. Ce qu'on observe, c'est un effet de la transition qui s'efface, même si la transition en tant que telle est toujours présente. Et puis, quelque chose de très classique, c'est un hystérésis au retour à 0 degré qui correspond à un retard au rapprochement de l'écoulement de couche limite. Et ce qu'on a pu visualiser, ce qu'on a pu observer donc, au niveau de la réponse structurelle, c'est une similitude, une corrélation excellente entre chargement et déplacement structurel sur les différents phénomènes physiques qui amènent des comportements fluctuants notamment. Donc ensuite, ce qu'on a fait, donc ici en gris, vous avez les déplacements subcavitants pour une dynamique lente et rapide. Et on a ensuite abaissé la pression dans la veine d'essai du tunnel hydrodynamique pour obtenir la cavitation et essayer de voir l'impact qu'a la cavitation sur les déplacements structurels. Donc ce qu'on a observé pour les dynamiques lentes,
finalement, avec le nombre de cavitations qu'on avait paramétré, qui était de 3, si je me souviens bien, on a assez peu d'effets de la cavitation sur les déplacements, dans la mesure où là, c'est une cavitation qui apparaît pendant la phase de décrochage, qui est de la cavitation par tourbillon. On a pu cependant remarquer une différence, un décalage de la transition de quelques degrés. Ça reste un petit peu sujet à discussion, mais ça peut venir du fait que, à cet angle d'attaque, la transition est au bord d'attaque et donc la cavitation apparaît typiquement dans le bulbe de découlement laminaire. Donc on pense que ça peut avoir un effet après sur une interaction entre la cavitation et la transition qui peut être présente. Enfin, sur une dynamique rapide, on a quelque chose qui est plus attendu. Ce qui se passe, c'est que lorsque la dynamique augmente, la cavitation va apparaître dans une zone de dépression beaucoup plus importante. Et donc, au lieu d'avoir de la cavitation par tourbillon, on va avoir une poche de cavitation qui va se former. Et donc, qui va se développer jusqu'à 70% de la corde, qui va générer une cavitation instable. Donc, un lâcher de poche de cavitation qui va ensuite convecter dans le sillage par un nuage de cavitation. Et donc, on a un overshoot beaucoup plus important lorsque la poche se détache du profil, et puis un phénomène d'hystérésis qui est accru. Voilà ce qu'on a pu étudier notamment. Enfin, je vais terminer avec quelque chose un peu différent, donc les vibrations induites par la cavitation sur une configuration statique. Donc là, je ne parle plus de régime transitoire, où on a mis l'hydrofoil à un angle d'incidence de 6 degrés. Et on a fait des mesures par vibrométrie laser. Donc vous avez ici le spectre sans cavitation, avec les pics qui correspondent aux fréquences modales de l'hydrofoil. Et puis, au fur et à mesure que la cavitation apparaît, donc on a le niveau global de vibration qui augmente. Et on s'est débrouillé pour avoir une fréquence de cavitation, donc une fréquence de lâcher de poche, qui coïncidait à peu près avec le premier mode structurel de l'hydrofoil. Et on a observé des phénomènes d'interaction très importants, qui, je pense, sont encore largement à comprendre. Et puis en postdoctorat, donc j'ai étudié numériquement ces problèmes-là. J'ai aussi étudié les régimes transitoires en détail, à travers des simulations. Et donc là, je vous montre un résultat de calcul, une comparaison avec les expériences. Donc là, on a un nombre de cavitations plus bas, qui induit une cavitation développée du bord d'attaque jusqu'au bord de fuite. Donc une poche qui se développe, qui se détache, et qui génère donc des fluctuations. On voit la réponse structurelle très importante. Donc ici, c'est des calculs 2D, Rance, couplé avec un modèle à 2 degrés de liberté à l'axe élastique, en rotation et en translation. Donc ici, c'est des mesures par caméra rapide qui sont ralenties un certain nombre, je pense une dizaine de fois à peu près, par rapport à la dynamique réelle. Donc le deuxième axe de recherche que je vais présenter, donc il s'agit des régimes transitionnels sur les hydrofoils, donc qui reposent sur des méthodes expérimentales basées sur des essais en tunnel hydrodynamique à l'IRENAV, des simulations numériques directes avec le code open source NEC 5000. Et comme problématique principale, donc les sujets d'étude, ça va être d'étudier les mécanismes de transition laminaire turbulent sur des sections de pales d'hélice marines, avec des nombres de Reynolds assez élevés, mais qui sont plutôt significatifs d'échelle modèle d'hélice. D'étudier les fluctuations de pression induites par la transition, et de se poser la question après, est-ce que ce comportement fluctuant peut induire des vibrations? Une remarque importante, c'est qu'on est ici dans le domaine vibratoire. Donc on est dans un domaine où on a des fréquences relativement élevées, donc de l'ordre de 100 à 200 Hz, peut-être un peu moins, ça dépend de l'échelle de la pale, et des amplitudes très faibles par rapport au cas aéroélastique. Donc je parle de l'aéroélasticité parce qu'il y a énormément d'études en aéroélasticité. Et ça permet de nous différencier par rapport à ce type d'études. La démarche scientifique, c'est tout d'abord de simuler la transition laminaire turbulent au niveau numérique
sur un profil d'aile Reynolds plutôt bas à modéré, de façon à pouvoir acquérir une confiance suffisante pour pouvoir ensuite aller appliquer la méthode pour prédire la transition aux Reynolds expérimentaux. Et ensuite d'implémenter des modèles structurels simplifiés pour prendre en compte les interactions fluide-structure. Donc je vais essayer de présenter ça dans les prochains slides. Donc j'insiste encore un petit peu sur l'application. Donc c'est par rapport à ce qui arrive un petit peu à la fin. C'est les hélices marines flexibles ayant une section laminaire opérant à faible angle d'attaque. Donc on a ici une transition par bulbe de décollement laminaire. Donc un peu le principe des sections laminaires, c'est qu'on a une épaisseur maximale qui est à la place, au lieu d'être à 30% pour un profil classique, elle est repoussée au milieu de la corde. Et ça vient décaler le gradient de pression adverse le long du profil. Et donc décaler la transition, qui est très dépendante du gradient de pression adverse. Ce qui en découle, c'est donc une transition retardée. Et ce qu'on a notamment observé expérimentalement, c'est un mécanisme de transition plus brutal et donc des fluctuations très intenses de pression. Donc on a ici une section de pale d'hélice avec le régime de couche limite, issu du livre de Carlton sur les hélices marines, où on a la transition laminaire turbulente typique sur une pale d'hélice. Alors évidemment, ça dépend beaucoup de la géométrie et du nombre de Reynolds. Mais on peut avoir donc une zone laminaire, une zone turbulente, avec un écoulement transitionnel dans cette zone-là. Et puis en fonction du rayon de courbure et du vrillage de l'hélice, la transition peut varier et aller éventuellement au bord d'attaque. Donc le principe, c'est de prendre une section de pale d'hélice, d'en faire un hydrofoil, et d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la transition laminaire turbulente. Donc là, on a des résultats de calcul dont le but est d'illustrer ce qu'on va étudier. Donc on a ici le champ de vitesse en bas, où on voit qu'on a un décollement laminaire, on a une zone qui s'appelle bulbe de décollement laminaire, alors j'appelle ça LSB, c'est Laminar Separation Bubble. Donc on a une zone quasi stable, et puis une zone très instable, qui va générer des lâchers tourbillonnaires de bulbes. Et donc ce qu'on va regarder en détail, c'est l'évolution du champ de pression, donc, et notamment des pressions pariétales, dues à cette transition laminaire turbulente. Donc dans la zone de transition, et après lorsque la couche limite transitionne vers la turbulence. Et ensuite, on va se poser la question, est-ce que cela va générer des vibrations induites? Donc le point de départ de cette étude, c'est encore une fois les expérimentations. Donc les 6 mois qui ont suivi ma thèse, on a fait des mesures par LDV, où on a pu démontrer l'existence d'une zone de recirculation et donc d'un bulbe de décollement laminaire à l'endroit où on avait observé des fluctuations de pression expérimentales qui pouvaient être dues à la transition. Et donc on a fait des mesures où on a relevé le champ de pression donc à différentes les pressions locales le long de la corde. On a ici le spectre de pression avec la fréquence dans l'axe Y et puis la vitesse. Donc on a effectué différentes vitesses et pour chaque vitesse, on peut voir un certain nombre de fréquences qui apparaissent. Donc on a ici une fréquence qui correspond à une fréquence de Strouhal qui est due au lâcher tourbillonnaire derrière un bulbe de décollement laminaire. Donc, ce qui se passe, c'est à faible vitesse, donc inférieure à 4 mètres secondes, on a un bulbe de décollement laminaire qui est à peu près dans la zone 0,7 cordes. Et donc le capteur à 0,8 cordes, il voit donc ici en vert les lâchers tourbillonnaires de bulbes de décollement laminaire. Donc il voit un comportement périodique. Ce comportement périodique est caractérisé par une fréquence de Strouhal, donc qui augmente linéairement avec la vitesse. Et lorsqu'on augmente encore la vitesse, on voit que cette fréquence diminue. Ce qui se passe simplement, c'est que le bulbe, globalement, le décollement laminaire est au même endroit, mais le bulbe diminue de taille et les fréquences de lâcher de bulbe se reportent sur le capteur à 0,7 cordes. Et donc on voit
la fréquence de Strouhal qui apparaît sur ce capteur-là. Donc ensuite, on a fait les mêmes expériences, donc des expériences équivalentes avec la même géométrie d'hydrofoil et donc des vitesses d'écoulement équivalentes, dont on a pu caractériser la fréquence du lâcher de bulbe de découlement laminaire, et on a observé les vibrations de l'hydrofoil flexible. On a pu ici mettre en évidence en bleu donc les fréquences modales de l'hydrofoil, mais aussi des fréquences additionnelles qui étaient clairement caractérisées par la transition laminaire turbulente. Donc on a pu voir un effet de la transition laminaire turbulente sur les vibrations de l'hydrofoil. Et en augmentant la vitesse, on a pu observer un phénomène d'accrochage fréquentiel. Donc autrement dit, la fréquence de Strouhal des lâchetés de bulbe s'accroche sur le mode 4 de l'hydrofoil à ce niveau-là. Voilà, donc ensuite, à la suite de ça, le but, ça a été d'essayer d'approcher numériquement ce problème et donc d'utiliser des outils adaptés à la situation. Donc, je vais présenter ici les résultats, la méthode de simulation numérique directe basée sur le code open source NEC 5000. Donc, il s'agit d'un code à méthode spectrale à ordre élevé qui utilise une discrétisation spatiale basée sur des polynômes de Lagrange et un code semi-implicite, donc avec une condition CFL inférieure à 0,75, où on peut faire varier les polynômes. On obtient donc des simulations précises pour des polynômes entre, je dirais plutôt 8 et jusqu'à 12 et plus. Il y a une méthode ALE, donc Arbitrary Lagrangian Euler, qui est implémentée, qui permet de déformer le maillage et donc d'étudier les phénomènes d'interaction fil-structure. Et donc les calculs reposent sur une allocation annuelle à l'IDRIS, avec sur l'ancienne machine jusqu'à 32 000 processeurs. Et donc cette année, on a obtenu 9 millions d'heures sur la machine Janzai, qui est une nouvelle machine. Donc on a ici le domaine DNS qui est utilisé. Donc la particularité du domaine DNS, vous voyez, c'est qu'il est contraint en proche paroi. On a fait ça pour essayer d'obtenir une DNS pleinement résolue dans tout le domaine. Et on vient imposer donc des conditions de vitesse stationnaires à ce niveau-là, provenant d'un calcul Rance transitionnel, dont les dimensions font donc les dimensions de la veine expérimentale. Au niveau des caractéristiques, donc on a une envergure réduite avec des conditions de périodicité, un nombre de Reynolds de 450 000 et un angle d'attaque de 4 degrés. En plus donc, de cette condition de vitesse, on a implémenté une condition de turbulence isotrope qui permet de perturber la couche limite, transitionner vers la turbulence. Donc au préalable de ce cas, et un peu en introduction, on a effectué des calculs à bas nombre de Reynolds, donc Reynolds 20 000, qui est caractéristique d'un début de transition vers la turbulence sur des profils aérodynamiques. Donc on peut voir le scénario de la transition laminaire turbulent sur un airfoil, donc qui a été validé par des papiers expérimentaux, où on peut voir donc le bulbe de découlement laminaire, donc la zone quasi stable, des instabilités de Kelvin-Helmholtz dans la zone instable, dont on peut voir ici le mécanisme. Puis ensuite, on a le tourbillon qui se détache, qui s'éloigne de la paroi et qui forme des structures. Alors là, on retrouve différents termes, des structures en lambda ou des structures en hairpin de ce type-là. Ensuite, ce cas-là était un peu particulier puisqu'il était faiblement transitionnel. Ça veut dire que la transition, quand elle arrivait au bord de fuite, les structures au bord de fuite étaient toujours cohérentes. Ce qui veut dire qu'elles interagissaient fortement avec une instabilité de Von Karman. Et on avait, au niveau fréquentiel, les instabilités de Von Karman qui étaient accrochées sur les lâchers de bulbe, ou inversement. Donc au niveau du cas d'étude, donc le NACA 66 à Reynolds 450 000, donc on a effectué des calculs qui ont été valorisés pas plus tard que cette année,
où on a pu, donc ici c'est les isocontours de lambda 2, donc pour critères pour mettre à jour les structures cohérentes dans la couche limite, où on a pu globalement observer à peu près le même mécanisme de transition, avec une zone de bulbe qui est à ce niveau-là, donc dont on ne voit pas exactement le bulbe. On a observé le développement d'ondes TS, et puis des structures en lambda qui se forment à ce niveau-là, et une transition laminaire turbulent, avec un mécanisme qui était globalement beaucoup plus violent évidemment que le cas Reynolds faible, dont on voit ici en couleur le coefficient de pression. Et ensuite, on a pu valider donc, aux différentes localisations, ici 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 et jusqu'à 0,9 cordes, les fluctuations de pression pariétale. Donc ça a été une validation forte qui a été effectuée. Donc à 0,7 cordes, donc on est dans le cas où on a un écoulement encore entre quasi 2D et puis 3D dans la zone transitionnelle, où on n'a pas pu valider donc, les expériences en noir avec les simulations en rouge, qui vont correspondre à une zone où on a des fluctuations de pression très intenses, de caractère périodique, avec un facteur intermittent. Donc à 0,8 cordes, on a pu observer une diminution de l'amplitude des pressions, une périodicité qui était toujours présente, comme on peut le voir sur les structures, la visualisation des structures cohérentes, mais donc des fluctuations qui deviennent plus turbulentes. Donc l'étape suivante, c'est le travail de Sijo Georges, qui est actuellement en thèse au Léa, c'est de reprendre ces simulations et d'effectuer un couplage entre donc, le code DNS et un modèle à 1 ou 2 degrés de liberté, suivant ce qu'on veut faire. Je rappelle le principe rapidement. Il s'agit de prendre l'hydrofoil, donc l'hydrofoil est encastré libre, et donc de considérer que l'hydrofoil se déforme principalement suivant ces deux premiers modes, donc qui est le mode de flexion et le mode de torsion. Donc avec des expériences numériques, on en déduit des fonctions de forme décrivant la flexion et la torsion suivant l'envergure, ce qui permet, en fonction de la section qu'on veut prendre, de reporter le problème à un problème 2D et donc d'implémenter des degrés de liberté à l'axe élastique, de façon à pouvoir reproduire avec un ressort de torsion le mouvement de torsion, le mouvement dû à la déformation en torsion de l'aile, de l'hydrofoil, et de faire de même pour la flexion. Donc ça permet une étude qui est plutôt plus fondamentale au niveau des interactions fil-structure, et d'étudier l'interaction entre la transition et les déformations structurelles. Donc l'approche se fait en deux temps. Un peu comme sur les études sur les cylindres, on a choisi tout d'abord d'appliquer un mouvement forcé. Donc ici, il s'agit d'un mouvement de rotation uniquement, qui va reproduire le mode de torsion, où on va avoir ici l'amplitude max et la fréquence qui provient des expérimentations. Ensuite, de définir un mouvement libre, où on va avoir les caractéristiques structurelles du matériau en torsion, et ici le moment en tangage qui va être calculé par le code DNS. Donc on vient résoudre ça de façon itérative, avec des algorithmes de résolution en temps. Donc la méthode a été maintenant validée sur des cas cylindre, airfoil en écoulement laminaire, qui soient en mouvement forcé ou en mouvement libre. Donc tout ça, ça a bien marché. Et on a effectué une validation en écoulement transitionnel, donc qui vient de l'aéronautique, de l'aéroélasticité. Donc ensuite, on a défini un mouvement forcé. Donc le mouvement forcé est venu donc, des expérimentations qui ont été faites à l'IRENAV l'année dernière, où on a donc eu l'hydrofoil à 4 degrés avec le nombre de Reynolds numérique, avec un spectre de vitesse là où apparaît donc le mode de flexion et mode de torsion de l'hydrofoil. Donc on a pris l'amplitude max et la fréquence correspondante et on l'a simplement imposé
en mouvement forcé dans le code DNS. Donc c'est les courbes en noir là qui vont sur les pressions qui sont à ce niveau-là. Et on a effectué un deuxième cas à un ordre de grandeur plus faible au niveau de la rotation pour voir dans quelle mesure les pressions étaient modifiées. Donc là on peut voir les pressions pariétales donc à 0,7, donc juste dans la zone juste derrière le bulbe, qui est la zone fortement transitionnelle. Je ne dirais pas fortement transitionnelle, qui est la zone où on a des ondes TS plutôt. Et la zone x sur c égale 0,8, où on commence à transitionner vers la turbulence. Et donc on voit le cas statique en rouge, qui est très proche du cas avec une faible amplitude de rotation en bleu. Et donc là, le cas où la rotation correspond aux amplitudes expérimentales, on a des fluctuations de pression qui varient énormément avec le cas statique. Donc première indication que en imposant donc ces conditions, on peut modifier le champ de pression. Donc la flexibilité de l'hydrofoil a une influence sur les pressions. Et on peut voir de 0,7 à 0,8 une importance accrue des fluctuations de pression qui sont simplement dues au fait que le capteur est plus éloigné de l'axe élastique, donc on a forcément un phénomène inertiel plus important. Voilà, donc ça a été un premier résultat. Ce qu'on fait maintenant, c'est des études paramétriques pour essayer de... Puisque ici, la fréquence imposée est assez éloignée de la fréquence de bulbe de décollement laminaire, d'HT de bulbe de décollement laminaire. Donc on est en train de faire des études paramétriques et on a des calculs en mouvement libre qui sont en cours à l'IDRIS. Voilà, je vais finir maintenant par les recherches applicatives. Donc c'est des recherches que j'effectue au Léa qui visent à étudier les écoulements et l'interaction fluide-structure sur des pales à géométrie complexe. Donc le principe, c'est qu'on va reprendre, j'ai essayé autant que possible de reprendre les méthodes numériques et expérimentales développées précédemment, avec l'ajout de deux points particuliers, qui est tout d'abord le développement de mesures par fibre optique, pour avoir les déformations à la fois statiques et dynamiques des structures, et l'ajout de mesures en bassin de traction et en canal de circulation, pour passer sur des géométries plus complexes et de plus grande dimension. La problématique, c'est d'aller vers les pales d'éoliennes et des hélices marines, avec deux points qui sont finalement assez distincts, qui est tout d'abord d'étudier le comportement de la transition laminaire turbulent et de connaître son impact sur les performances lorsqu'on est dans le cas où on a une pale qui est en rotation, donc étudier les effets centrifuges et différentes choses de ce type, et d'étudier les interactions fluide-structure en écoulement instationnaire sur des géométries complexes. Donc vous l'aurez compris, ces recherches sont plus en lien avec l'industrie, dans la mesure aussi où concrètement elles sont avec des partenaires industriels, en partie au moins. Donc je vais commencer par l'étude de la transition et de la couche limite instable sur les pales d'éoliennes à axe vertical. Donc c'est une étude qui est effectuée dans le cadre de la thèse de Jiang Wongjing, qui a commencé en novembre 2017, qui a commencé sa dernière année de thèse, dont le but est donc on a intégré un projet où des mesures de pression ont été faites sur une pale d'éolienne à l'échelle réelle. Et donc on a effectué donc des simulations d'une pale d'éolienne. Alors ici on a un maillage en C, donc vous voyez qu'on n'a pas de conditions de périodicité qui prennent en compte l'interaction entre les pales. Donc on va négliger ce problème. On a eu aussi un autre problème, c'était le rapport d'aspect des pales d'éoliennes qui est énorme. Donc on a effectué un maillage et donc après avoir vérifié la résolution, on va être obligé d'avoir une résolution partielle de la pale, donc sur à peu près 25-30% de la pale. Donc on a ici encore déjà un maillage de 800 millions de points qui reste encore faisable dans le cadre de notre allocation.
en nombre d'heures. Et donc on a ici un premier résultat des structures cohérentes sur la portion résolue de la pale, où on va étudier la zone de transition, et donc on va étudier en fait les effets centrifuges sur la zone de transition, et donc la transition laminaire-turbulent sur la pale. Donc quelques petits résultats, qu'on a obtenus. Donc on peut voir ici le coefficient de frottement, donc le long de la corde pour une envergure donnée, donc avec en bleu le calcul qui est pleinement résolu, où on a pu démontrer l'existence d'un bulbe de décollement laminaire et d'une transition laminaire turbulente. Donc le bulbe de décollement laminaire, on a ici l'extrado et ici l'intrado, c'est les zones où on a un frottement négatif. On a une zone qui est très classique, où on a un frottement qui devient négatif, qui est un peu stagnant dans la zone morte du bulbe. Puis quand on se rapproche du centre du tourbillon, on a l'écoulement qui est accéléré et qui est tourbillonnaire, avec une zone d'accélération, donc un frottement qui devient fortement négatif. On a aussi un certain nombre de données expérimentales en soufflerie sur un airfoil 2D qui permettent de quantifier les phénomènes, les effets centrifuges sur le champ de pression. Et puis ce type de résultat nous permet d'avoir, donc c'est un diagramme spatio-temporel où on a les fluctuations de vitesse le long de la corde en fonction du temps, qui montre à peu près ce qu'on a obtenu pour les hydrofoils, à savoir une zone très périodique en aval du bulbe, et puis des fluctuations qui deviennent turbulentes dès lors qu'on se rapproche du bord de fuite. Donc actuellement, cette étude est en cours de publication. On a démontré donc une existence d'une transition par bulbe de décollement laminaire et des effets qui étaient existants mais qui étaient assez limités sur la rotation de la turbine au niveau de la zone de transition. Donc les pistes, c'est même pas que des pistes, c'est ce qu'on va étudier prochainement. C'est les effets de la turbulence grande échelle, plus globalement des effets d'une bourrasque par exemple, dans quelle mesure une bourrasque va perturber la transition laminaire turbulente sur les pales. Et puis les pales d'hélice marine, où on a un calcul qui est en cours, qui paraissent intéressantes dans la mesure où les hélices tournent beaucoup plus vite que les pales d'éoliennes. Donc on va avoir des effets centrifuges accrus. Et puis il y a un intérêt global de la communauté propulsion d'avoir des DNS résolus sur les pales d'hélice marine. Donc je vais passer maintenant aux travaux qu'on a effectués avec Laetitia Pernaut, donc, qui est une thésarde qui a soutenu sa thèse en janvier 2019, dont les travaux portaient sur la réponse d'un hydrofoil composite sous écoulement hydrodynamique. Donc c'est une thèse CIFRE Défense avec la ANRT en collaboration avec Naval Group, qui repose sur des simulations couplées fluide structure avec des codes industriels, et la conception d'un hydrofoil composite qui a fait l'objet de mesures en tunnel hydrodynamique. Donc quelques points à noter, c'est que c'est un hydrofoil très flexible, composé de plis en fibre de verre, donc qui ne va pas forcément être très réaliste par rapport à l'application réelle, mais ça permet d'avoir un degré de flexibilité important au niveau de l'hydrofoil. Et on a un couplage flexion-torsion, donc les plis sont orientés de façon à avoir un couplage flexion-torsion qui a plutôt un effet stabilisateur. Donc ça veut dire que lorsque l'hydrofoil fléchit, la torsion va avoir un tendance à dévriller l'aile. Donc ça va avoir un effet plutôt stabilisateur, un petit peu en opposition avec le comportement divergent que je vous ai montré sur les premiers slides. Donc on a ici l'orientation des fibres optiques. Donc on a des fibres optiques pour mesurer les déformations qui sont implémentées entre deux plis composites dans le procédé de fabrication de l'hydrofoil, où on s'est arrangé pour avoir un segment ici en rouge pour mesurer la flexion sur le pli à 0 degré, et puis deux segments de torsion ici et ici. Donc je vais présenter quelques résultats, notamment avec des expérimentations
et des simulations numériques. Donc elle a fait beaucoup de simulations numériques aussi couplées flux structure. Où on a ici le segment en flexion. On a les points qui sont les mesures par fibre optique et les lignes qui sont des résultats de calcul couplés ou non couplés. Donc on a pu valider donc, le comportement en déformation de l'hydrofoil, et notamment ces zones de saut là, qui sont liées au fait que dans certaines zones, on passe de 4 à 3, 2 et à 1 pli, du fait de la variation d'épaisseur de l'hydrofoil. On a pu aussi valider les déplacements de la section extrémité, donc le déplacement maximal, avec ici en rouge les calculs et en gris les expérimentations. Donc ça, c'est des résultats en statique sur lesquels on a pu faire beaucoup de validations numériques et expérimentales. Après, sur l'aspect dynamique, c'est là que ça se gâte pour les simulations numériques. Donc c'est plutôt dans le domaine expérimental avec des perspectives sur les simulations numériques. On a ici le résultat par vibrométrie laser, donc les spectres en fonction du nombre de Reynolds, donc des séries d'expériences. Donc on augmente la vitesse et on mesure la vibration à 0 degré et à 9 degrés. Donc ce que la simulation a permis d'obtenir, c'est qu'à 0 degré, on a des allées de Van Karman qui sont liées au fait que le bord de fuite a été tronqué, il est relativement épais, et donc on a un phénomène d'allée de Van Karman dans le sillage. Et on a pu calculer le nombre de Strouhal correspondant et étudier donc les vibrations de l'hydrofoil. Donc on voit ici la vitesse qui augmente, le Strouhal de Van Karman qui augmente et qui interagit fortement avec le mode 2 puis le mode 3 de l'hydrofoil. Les amplitudes max étant ici en blanc. Donc avec des phénomènes d'interaction flux-structure qui semblaient très marqués. Et puis on a fait la même chose à 9 degrés, où on est dans le cas d'un décrochage, donc des décollements de bord d'attaque, avec des phénomènes plus basse fréquence, dont la fréquence de Strouhal va interagir ici avec le premier mode structurel de l'hydrofoil. Donc on est actuellement un petit peu en réflexion pour essayer de voir comment on peut approcher ça numériquement, sachant qu'avec les codes commerciaux, hors EasyCFD, on a des problèmes de masse d'eau ajoutée et on n'arrive pas à s'en affranchir. Donc c'est quelque chose qui est en réflexion avec Laetitia. Enfin, je vais finir mon exposé avec la collaboration qu'on a avec l'Université de Flinders, qui a débuté il y a maintenant 1 an et demi. Donc elle repose le principe, le but, c'est le développement d'hélices composites par des mesures dynamiques de la déformation par fibre optique et du chargement par balance hydrodynamique d'une pale d'hélice en bassin de traction qui est tractée, et la comparaison avec des calculs couplés avec une approche modale avec EasyCFD, dont l'approche modale a été développée par Alban Leroyer au Léa dans l'équipe métrique. Donc on a ici le système. Donc on a le chariot de traction avec un système de fixation, un système de treillis dont est fixé un foil. Le foil, son rôle, ça va être de percer la surface libre et de stabiliser l'écoulement en emplanture de pale. Et donc on voit ici la pale d'hélice. Et donc on a l'équivalent d'un écoulement de couche limite stable au niveau de l'emplanture de la pale. On a ici à droite l'emplanture de la pale avec le système de fixation, la sortie des fibres optiques, on a un accéléromètre et la balance à 6 degrés de liberté qui est ici. On a des fibres intrado et extrado qui sont définies. Il est à noter que c'est une démarche collaborative, donc la pale et le système de fixation ont été conçus en Australie, testés mécaniquement, puis envoyés à Centrale Nantes. Et donc le reste a été conçu par Sylvain Aquin, donc, qui est concepteur au Léa. Et donc ensuite on a pu faire des tests en bassin de traction de ce modèle. Donc il est à noter que la pale n'est pas en rotation, donc ça a été
décidé en première approche de façon à pouvoir acquérir une confiance suffisante sur la mesure des fibres optiques, sans avoir à gérer un interrogateur intégré à une pale en rotation ou des connecteurs tournants. Le but, il est double de ce projet, donc c'est de développer une méthode de suivi en temps réel des déformations et d'étudier la délamination du composite. Donc à ce titre, on a une petite zone de délamination artificielle du composite qui a été mesurée, quantifiée, j'ai envie de dire. Donc voici donc, le dispositif là, en bassin de traction, donc, qui est sorti du bassin avant d'être fixé au chariot de traction. Donc je vous montre deux vidéos. Donc une vidéo d'une caméra du bassin de traction avec une vue de face, avec une accélération du chariot, un établissement d'écoulement de surface libre. Et puis on a une zone de 1 mètre carré où on a une paroi en verre, où on peut faire de la visualisation d'écoulement. On va voir la pale passer, là, on doit être à peu près à 3 mètres secondes. Voilà, la pale passe par la paroi en verre. Voilà, on a le tourbillon d'extrémité de la pale qui interagit avec l'air. Donc on a ici une capture, une photo du système sous écoulement. Donc ce qu'on va vérifier, c'est que la surface libre n'interagit pas avec la pale, qu'on n'a pas de bulle d'air au niveau de la pale qui pourrait perturber l'écoulement. Et aussi on a mis des penons en extrado de la pale dans le but de pouvoir délimiter les zones décollées. Donc on voit les zones décollées ici pour 2, 8 et 12 degrés, ce qui permet de comparer avec les simulations numériques où on voit le frottement. Donc toutes les zones ici de frottement négatif correspondent à des zones décollées. Ce qui va être très utile pour pouvoir après confronter les essais et les calculs en termes de performance, notamment en termes de coefficient hydrodynamique. Donc quelques résultats qu'on a obtenus. Donc les résultats quasi statiques, donc ce sont ici des mesures par fibre optique moyennée, correspondant à la fibre optique en intrado, pour une vitesse, différentes incidences, une incidence, différentes vitesses. Donc ce qu'on a pu remarquer, ce qu'on étudie actuellement, c'est notamment la contribution des modes structurels, des différents modes structurels en fonction du type d'écoulement qu'on va avoir, et notamment ici la zone de délamination qui est détectée au niveau des fibres. Alors là, ici, on a des résultats dynamiques qui sont encore en cours d'étude, où on a les spectres issus des fibres optiques, de la portance et de la traînée obtenue par balance hydrodynamique. Donc actuellement, on essaye d'extraire de ces spectres des fréquences de Strouhal, d'une part, et la réponse structurelle, donc les modes structurels de la pale, d'autre part. Donc ce qu'on a remarqué dans un premier temps, c'est des spectres qu'on a obtenus la semaine dernière. Notamment, on peut voir les 3 premiers modes de la pale qui sont bien mesurés par la fibre optique, qui se répercutent sur la portance. Donc le premier mode de flexion se répercute sur la portance, ce qui est normal parce qu'on est dans la même direction. La flexion et portance sont dans la même direction. Et on a pu vérifier que sur la traînée, ce mode de flexion n'était pas existant. Donc on n'avait pas d'effet d'interaction entre le mode de flexion et la traînée. Donc tout ça est encore en cours d'étude, j'insiste dessus. Voilà, je vais passer aux perspectives que je donne à mes recherches. La première perspective, donc j'ai mis celle-ci parce que je terminais sur les recherches applicatives, ça repose sur le développement de moyens expérimentaux orientés autour des corps portants en bassin d'essai. Donc d'une part, ça va concerner le développement d'un banc d'essai machine tournante pour des modèles de petite dimension, pour l'étude de la ventilation
des hélices marines flexibles et d'un système qui va être adaptable aux turbines hydroliennes. Donc j'ai mis en place un banc d'essai de propulsion en eau libre qui tourne, qui est plutôt destiné aux élèves pour l'instant. Et puis on a un projet en cours dont le design est terminé, dont les essais sont prévus courant février, de la ventilation d'un sous-marin, d'une hélice derrière un sous-marin, avec un système qui va être adaptable aux tests, aux essais d'hélice en eau libre notamment. Ensuite, le développement d'un banc d'essai profil portant en bassin de traction. On parle ici de modèles de plus grande dimension et pas de turbine, mais plutôt d'hydrofoil ou de safran par exemple. Donc il s'agit de poursuivre les travaux avec l'Université de Flinders sur les pales d'hélice en composite et de développer un moyen d'essai plus générique orienté appendice innovant, dont une discussion est en cours avec Sirena pour un projet horizon 2020-2022, donc c'est à venir. Donc c'est encore en discussion, mais c'est plutôt bien parti. Au niveau des perspectives sur l'aspect interaction fluide-structure, en écoulement transitionnel, donc on va essayer de continuer à développer un couplage DNS, éventuellement LES. On est en train de tester un petit peu ce que peut faire le code en LES, couplé avec une approche modale. Donc, avec deux parties distinctes. Tout d'abord, la transition sur les pales, donc une première simulation d'un écoulement transitionnel résolue sur une pale d'hélice marine est en cours. Et puis, ça c'est en perspective, la rédaction d'un projet sur la transition sur les pales d'éoliennes, avec l'étude des effets centrifuges et de la turbulence grande échelle. Ensuite, l'étude des vibrations induites par la transition sur les pales. Donc ça, c'est un sujet qui est bien avancé, qui va apporter une compétence, je pense, originale dans la communauté hydrodynamique propulsion. Du moins, c'est le sentiment que j'ai eu dans les dernières conférences dans lesquelles j'ai été. Et puis, l'application de la méthode à des géométries complexes. Enfin, une perspective qui est plus une réflexion, que j'ai depuis longtemps, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de creuser, mais qui mûrit au fur et à mesure qu'on développe la compétence sur la prédiction de la transition. C'est étudier l'effet de la transition par bulbe de décollement laminaire sur l'apparition de la cavitation par une approche DNS couplée avec un modèle de cavitation. Donc, il s'agira de capturer l'accumulation et la croissance des bulbes de cavitation qui sont capturés dans la zone du bulbe de décollement laminaire. Et donc ici, une visualisation d'écoulement que j'ai obtenue en thèse, où on est à un angle d'attaque élevé, et donc on a la cavitation qui apparaît dans le bulbe de décollement laminaire. Voilà, donc ça c'est encore un point qui est en réflexion, qui pourrait faire l'objet d'études à venir. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. Je tiens à remercier l'IDRIS pour les allocations qu'il nous donne chaque année. Je remercie aussi l'IRENAV pour la collaboration qu'on a depuis plusieurs années. Je remercie mes étudiants, donc les thésards, les stagiaires et les postdocs avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Et je remercie aussi l'équipe Bassin pour leur travail, pour non seulement concevoir les expériences, mais aussi nous supporter pendant la réalisation des expériences. Je vous remercie pour votre attention.